Vous êtes déjà tombé sur des vidéos où des personnes tapent sur leur clavier pour vous faire écouter le bruit qu'il fait? Je suis sûr que oui, car moi aussi, et ça a attiré ma curiosité. C'est ce qu'on appelle les claviers custom. C'est le fait de modder, ou modifier si vous préférez, son clavier dans le but d'obtenir un son particulier, un style bien précis, ou encore une forme originale. Ouais, drôle de passion pour ce qui semble être un simple périphérique de bureau, mais certains sont vraiment accros à la customisation de leur clavier, et j'avoue être moi-même tombé dedans en réalisant cette vidéo. Donc vous vous dites sûrement, qu'est-ce que l'on peut bien changer sur un clavier pour le mettre à notre goût? Eh bien, tout. Donc voyons maintenant de quoi est composé un clavier. Pour commencer, en bas nous retrouvons la case, c'est elle qui va accueillir le reste de nos éléments. Nous avons ensuite le PCB, qui est un circuit imprimé, c'est le cœur de notre clavier. Vous avez parfois au-dessus une couche de mousse, que l'on appelle foam. Ensuite vous avez la plate, qui permet de protéger et renforcer le PCB. Après viennent les switches, qui permettent de faire contact avec le PCB. Et enfin, l'élément qui pour moi apporte le plus de style à un clavier, les keycaps. Ce sont les touches qui viennent se mettre sur les switches. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai sur chaque élément plus loin dans la vidéo. Maintenant, voyons les différentes tailles de clavier. Vous avez pour commencer le 100%. On l'appelle aussi le full size, il dispose de touches de fonction, du pavé numérique et des flèches directionnelles. Certains claviers comme mon Logitech G915 disposent de touches macro et multimédia. Le 96%, appelé aussi le 1800 compact, c'est une disposition que l'on retrouve moins souvent. Il dispose des mêmes touches que le 100% mais dans un format plus compact. Le format TKL qui n'est plus ni moins un 100% auquel on a retiré le pavé numérique. Après on a le 75% qui est une version du TKL mais plus compact. Le 65% où cette fois-ci ce sont les touches de fonction qui sont supprimées. Le 60% qui est très populaire dans le milieu du gaming, là ce sont les flèches directionnelles qui sont retirées du clavier pour avoir un clavier très minimaliste. Et enfin pour terminer, vous avez aussi un format 40%, Alice ou même Split Ergo. Donc vous l'avez compris, il y a énormément de formats de clavier. L'avantage c'est que vous êtes sûr de trouver un format qui vous correspond, mais le désavantage c'est que tous les formats ne disposent pas d'autant de choix. Et là je parle aussi bien pour les claviers prémontés que les claviers custom. Je vais maintenant entrer plus en détail sur chaque élément qui compose un clavier. Je vais commencer par l'un des éléments les plus importants, les switches. Vous les verrez parfois appelés commutateurs sur nos sites en français, c'est eux qui sont responsables de l'activation de la touche et en partie du bruit de votre clavier. Les switches qui vont nous intéresser sont les switches mécaniques. Je ne parlerai donc pas des switches à membrane, optiques ou bien des switches magnétiques. Mais si le sujet vous plaît, dites-le moi en commentaire et je me ferai un plaisir d'en faire une vidéo. Voici rapidement de quoi est composé un switch. Pour commencer, vous avez la monture avec le plongeur. C'est la partie sur laquelle la touche vient se fixer. La forme de la monture peut être différente entre les modèles de switch. La chambre, qui est le boîtier qui maintient tous les composants ensemble. Les contacteurs, ce sont eux qui en tapant l'un sur l'autre permettent la prise en compte d'une frappe. Et pour terminer, le ressort qui permet à la touche de remonter mais surtout de déterminer la force d'activation de la touche. Avant de vous présenter les différentes familles de switch mécaniques, on va voir les trois caractéristiques les plus importantes pour choisir son switch. Vous avez en premier la force d'activation, qui est la force nécessaire pour appuyer sur la touche, généralement indiquée en centinewtons ou en grammes. La course totale, qui est la longueur nécessaire à la touche pour aller jusqu'au bout, et le point d'activation, qui est la longueur nécessaire pour actionner la frappe. Vous avez trois grandes familles de switch mécaniques, le clicky, le tactile et le linéaire. Commençons avec les clicky. Ils tiennent leur nom du bruit qu'ils font quand on passe le point d'activation. Ils sont appelés aussi switch blue, mais il existe des cliquis d'autres couleurs. Je vous mets le diagramme de la force qu'il faut exercer tout le long de la course. Vous avez en abscisse la course du switch et en ordonnée la force en centinewtons. La ligne du haut représente lorsque l'on appuie sur la touche et celle du bas lorsque l'on relâche. Le premier avantage avec les cliquis est que l'on a un retour tactile pour confirmer que l'on a bien appuyé sur la touche. Cela est pratique pour les personnes qui font du traitement de texte, mais leur avantage est également leur défaut car le retour est aussi sonore et fait du bruit. Ensuite nous avons les tactiles. Ils tiennent leur nom du retour tactile que l'on sent à chaque frappe. Ils sont appelés aussi switch brand. D'ailleurs sur la courbe d'activation on voit bien le retour tactile appelé aussi pressure point à 60 centinewtons. Le tactile est finalement un clicky auquel on a retiré le son et est également très apprécié pour le traitement de texte. Pour terminer, on a les linéaires. Très appréciés des joueurs, les switches linéaires tiennent leur nom de la course qui est dite linéaire. Eux sont généralement appelés switch red. Le diagramme montre bien que la force nécessaire pour enfoncer le switch est constante et linéaire. L'avantage comme le défaut est que l'on n'a aucune sensation quand on passe le point d'activation. Donc pour choisir un switch, je vous conseille de commencer par savoir quel ressenti vous préférez, soit le clicky, le tactile ou le linéaire. Par la suite de voir si vous préférez un switch avec plus ou moins de résistance, avec plus ou moins de sensibilité et avec une course plus ou moins longue. Après le mieux reste de les tester directement et c'est pour ça qu'il existe des switch testeurs qui vous permettent de trouver le switch qui vous correspond. Je vous mets un lien en description. Je vous mets également en description une vidéo qui compare les différents switch Cherry et Mix pour vous donner déjà une idée. Je n'ai pas parlé des couleurs de switch et c'est voulu car les différentes
marque de Switch essayent de respecter un code couleur pour leur Switch. Par exemple, les Clickit de 60 grammes sont bleus, les tactiles de 55 grammes sont marrons et les linéaires de 45 grammes sont rouges. Mais, car oui il y a un mais, les marques commerciales de périphériques ont parfois leur propre Switch, fait en partenariat avec les marques de Switch, mais changent la couleur. Donc un conseil, vérifiez toujours les caractéristiques d'un Switch avant de l'acheter, ou si vous avez un clavier d'une marque connue et que vous souhaitez acheter les mêmes, préférez aller voir la fiche technique de votre clavier plutôt que de vous fier à la couleur. Pensez également qu'il faut des stabilisateurs pour les grandes touches, comme espace et entrée. Ils sont parfois fournis avec le PCB mais pas toujours. Et un dernier point sur les Switch, c'est que l'on peut les lubrifier. Cela change complètement le son du Switch et je vous recommande de le faire, enfin pour les Switch linéaires. Après pour les tactiles, certains le font et il est déconseillé de lubrifier vos Switch Clickit. Vous retrouverez un tuto en description. Cela prend du temps mais vaut vraiment le coup. Et pour les moins courageux, vous pouvez en trouver pré-lubrifiés d'usine. Comme on l'a vu, il y a différentes tailles de clavier et donc différentes tailles de case. Il faudra donc commencer par savoir quel format de clavier vous voulez. Après, certains formats de case restent rares et il vous faudra vous armer de patience pour en trouver une. Surtout qu'il faudra trouver un PCB compatible avec votre case. Les formats les plus courants dans le monde du clavier custom restent quand même le 60% et le 65%. Les matériaux utilisés sont l'aluminium, le bois, le verre, le PBT. Vous avez même des cases en bois avec de l'époxy fait par des artisans que je trouve magnifiques. Je vous donne quelques ressources en fin de vidéo. Donc oui, tout à peu près peut servir de case. Choisissez une case qui vous plaît, mais n'oubliez pas que les matériaux choisis pour votre case impactent le son de celui-ci. Je vous mets une vidéo en commentaire qui compare le son avec 3 cases différentes. Et certaines cases sont plus rares que d'autres. Et plus cher aussi. Après pour le poids, si vous avez peur que votre clavier glisse, si vous choisissez une case en aluminium par exemple, ne vous en faites pas, vous retrouvez généralement une plaque en laiton au dos du clavier pour l'alourdir. Un point important est l'angle de la case. Généralement il varie entre 5 et 8 degrés, mais pensez quand même à vérifier pour ne pas avoir de mauvaises surprises, car dans la majorité des cas les claviers custom n'ont pas de patin à l'arrière pour régler l'inclinaison. Veillez aussi à regarder la hauteur du clavier à l'avant, il vous faudra très certainement un repose-poignet si vous ne voulez pas avoir le poignet trop cassé. Et enfin le style de montage qui est la façon dont le PCB et la plate sont fixés à la case. Vous avez le tray mount, le top mount, le bottom, le sandwich, le plateless, l'integrate plate et enfin le gasket mount. Je vous mets un lien d'un article en description qui décrit les avantages et inconvénients des différents montages. Retenez que le style de montage peut vous permettre de jouer sur la flexibilité et le son du clavier. Une fois votre case choisi, il vous faudra choisir un PCB. Pour rappel, c'est le circuit imprimé qui permet d'envoyer les informations à l'ordinateur. Le premier choix à faire va être le layout, qui sera soit ANSI, ISO ou GIS. Pour les ANSI et ISO, leur seule différence est leur touche entrée, qui est un rectangle horizontal aux États-Unis et un L à l'envers en Europe. Tous les PCB qui sont ANSI sont QWERTY et la majorité des PCB ISO le sont également, mais de plus en plus de PCB ISO AZERTY sont trouvables, donc vous ne devriez pas trop galérer pour en trouver un. Pour les ISO et le GIS, qui est le format japonais, nous avons la même touche entrée, mais pas la même taille de touche retour arrière. Après, si ces différences de touches vous importent peu, vous pouvez très bien prendre un PCB ANSI ou GIS QWERTY et reprogrammer les touches avec le logiciel VIA. Le second point à regarder est si votre PCB est hot swap. Je vous conseille de prendre du hot swap, cela permet de ne pas avoir à souder les switches au PCB. Vous avez directement un socket qui fait la connexion du switch pour vous sur le PCB. Le point suivant est important si vous avez déjà choisi votre case, c'est l'emplacement du port USB par rapport à la case. Vérifiez qu'il se trouve bien à gauche si votre case a l'encoche à gauche. Un autre point qui dépendra de votre case, ce sont les PCB avec bloqueur. Enfin plutôt les PCB prévus pour les cases avec bloqueur. Le bloqueur est l'espace entre les flèches directionnelles et la touche espace du clavier. Et enfin pour les personnes qui aimeraient avoir un peu de flexibilité sur leur clavier, vous avez les PCB Flex Cut qui sont découpés à différents endroits pour permettre aux touches de s'enfoncer. Cet effet de flexibilité peut être plus important selon le style de montage et les formes utilisées. Pour les personnes qui seraient un peu perdues ou celles qui ont peur de choisir des pièces non compatibles, vous avez ce qu'on appelle des kits DIY. Ces kits sont des claviers pré-montés avec directement la case, les formes, le PCB, les stabilisateurs et la plate pour être sûr que tout soit compatible. Vous n'avez plus qu'à choisir vos switches et vos keycaps et cela vous reviendra aussi moins cher. Dans la majorité des cas, il vous faudra une plate, sauf dans le montage plateless évidemment. Pensez à bien prendre la même taille, que ce soit 60%, 65, 75, etc. Et surtout le même layout, ANSI, ISO ou GIS. Les mousses permettent de bloquer le résonnement de la case. Elle est donc très utile pour améliorer le son du clavier. Vous la retrouvez sur les sites sous le nom de foam. Vous pouvez acheter des foams conçus exprès pour les claviers custom, mais les mousses que vous avez généralement avec vos sets de keycaps font très bien l'affaire. Pour les kits DIY, les mousses que l'on met au fond de la case et celles entre le PCB et la plate sont généralement fournies, mais pensez quand même à vérifier qu'elles sont bien fournies. Avant de passer à la partie suivante, je souhaitais vous parler du Tempest Mode. Celui-ci consiste à mettre du scotch de masquage à l'arrière du PCB pour encore une fois améliorer le son que fera votre clavier. Il est recommandé de mettre plusieurs couches, 3 à 4 suffisent, et pensez bien à faire des trous pour les vis au fur et à mesure. Les keycaps sont les petits capuchons en plastique que l'on va mettre sur le switch.
Il y a différents matériaux dans lesquels ils sont faits, mais on en a principalement deux. On a l'ABS et le PBT. Et il n'y a pas vraiment de meilleur car ils ont tous les deux leurs avantages et inconvénients. L'ABS est moins cher que le PBT, mais l'ABS s'use plus rapidement et finit souvent par avoir un aspect brillant. Quant au PBT, il aura une texture rugueuse qui offre une meilleure adhérence et un aspect mat. Mais qui dit mat veut souvent dire des couleurs moins vives. Donc comme souvent, le mieux est d'essayer par soi-même pour se faire un avis. Une mention que vous verrez souvent, c'est le terme double shot. Cette mention signifie qu'il y a deux couches sur le keycaps, une couche pour la légende, le head symbole chiffre, et une couche pour le corps du keycaps. Cela permet que la légende ne s'estompe pas avec le temps, même avec une utilisation intensive. Sinon, vous pourrez trouver la mention die sub sur certains keycaps PBT. Cela veut tout simplement dire que la légende a été imprimée dessus via un processus de transfert de chaleur. Cela peut donner des légendes moins nettes et veut dire aussi que le rétroéclairage du clavier ne pourra pas passer au travers. Maintenant, continuons avec les profils. On commence avec le Cherry, qui est le profil le plus populaire grâce à son confort et son ergonomie. Le SA, qui se distingue par sa hauteur, le XDA et le DSA, où chaque touche est identique, ce qui permet d'acheter un set QWERTY et d'interchanger les touches Q et W pour le mettre en AZERTY, ce qui n'est pas possible par exemple avec un set au profil Cherry, car les touches ne seraient pas à la même hauteur. Vous avez encore d'autres profils comme les Asalo, les JDA, les EOM, les SAL, les MT3. Chaque profil vous donnera un son et un ressenti différent. Je vous mets en description une vidéo qui compare le son de chaque profil de keycaps. Donc maintenant vous avez tous les critères pour bien choisir vos keycaps. Par contre, je vous préviens d'avance que vous aurez des concessions à faire pour le choix de vos keycaps. Comme le marché du clavier custom est encore petit, il n'y a pas de grosse production. Cela veut dire qu'il y a peu de stock et pas énormément de choix, même si je suis sûr que vous pouvez trouver un set qui vous plaît. Par contre, il ne sera peut-être pas disponible avec le layout ou votre profil préféré. Restons dans l'esthétique avec les coil cable ou les câbles enroulés en français. Ouais, ça sonne beaucoup moins bien. Ces câbles permettent de rajouter une touche de personnalisation à votre setup. Vous pouvez en trouver sur des sites comme Amazon pour une vingtaine d'euros, mais pour ceux qui souhaitent quelque chose de plus personnalisé et en même temps soutenir le travail d'une française, vous avez le site 4coil où vous pouvez acheter des câbles entièrement personnalisés. Cela va des connecteurs à la prise Aviator en passant par le paracord et même le heatshrink. Bien sûr, cela a un coût, mais vous êtes sûr d'avoir exactement ce que vous voulez. Et pour les plus courageux, vous trouverez aussi des kits DIY pour le faire vous-même. Je vous mets le tuto de la chaîne Custom ton clavier qui explique très bien comment faire. Petit spoiler, c'est beaucoup moins simple que les claviers custom. On arrive déjà à la dernière partie de cette vidéo, c'est pour vous dire que toutes les ressources pour trouver et dénicher vos plus belles pièces de clavier custom seront en description. Je vous mets aussi les sites de groupe buy, j'en ai pas parlé mais ça consiste à précommander un produit qui peut être livré en 6 à 24 mois, mais attention, vous n'avez aucune garantie de le recevoir, donc vérifiez bien qui est à l'origine du groupe buy qui vous intéresse. Vous trouverez aussi parfois sur les sites des marques de clavier custom une rubrique avec les groupes buy. Je vous mets aussi les sites d'achat européens, les sites étrangers. Vous retrouverez également les boutiques Etsy pour avoir des cases ou des keycaps faits de façon artisanale. Je vous mets aussi les chaînes YouTube que je trouve le plus pertinent sur le sujet. Eh bien, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici. Dites-moi en commentaire si une partie 2 où je monte un clavier custom vous intéresse. J'espère que le format vous a plu, c'était une première pour moi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.